l'un de nos partenaires, la CSMF, partenaire de la BIMS, et qui doit... Le thème de cette conférence est le cabinet numérique. Donc ce matin, au cours de la description de ce cabinet 2030, on avait évoqué le rôle des médecins au sein de ce cabinet 2030, avec le déroulement de la consultation, le déroulement de la prise en compte des besoins des patients. Et nos trois intervenants ce soir, qu'on ne présente plus, Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français, Luc Duquesnel, le président des généralistes CSMF, et Franck de Vulder, le président des spécialistes CSMF. Donc, trois présidents pour nous parler du cabinet numérique. Messieurs, vous avez la parole. Pour une demi-heure. Merci. Merci pour cette invitation. Et bien sûr, la CSMF, syndicat de tous les médecins, est partie prenante de cette maison de l'innovation de la médecine spécialisée, parce qu'on pense que l'innovation pour demain, c'est un enjeu majeur. Alors, en quelques mots, et puis après je laisserai la parole à mes collègues, quelle vision nous avons à la CSMF sur le cabinet 2030 d'un point de vue numérique? Et je ferai 5 focus sur ce cabinet numérique tel qu'on peut l'imaginer pour 2030 et au-delà. D'abord, le cabinet numérique, ça sera un cabinet dont un des piliers sera forcément les systèmes d'information. On est très en retard aujourd'hui sur les systèmes d'information. Le DMP est perdu dans les limbes, même si on en parle beaucoup. Et peut-être que demain, ça deviendra enfin un système de transmission d'informations, voire un outil de coordination. On peut toujours rêver. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a mis comme argent dans ce DMP. Et on espère que l'Agence du numérique en santé, avec Dominique Pont et Laura Le Tournou, va enfin arriver à faire du DMP et du numérique en santé une série d'outils et de logiciels qui se parlent entre eux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et c'est bien le problème que nous avons. Donc système d'information, ça veut dire déjà parler un langage commun, et c'est ce que nous attendons de la part de l'État, qui doit donner les règles de dialogue entre l'ensemble des logiciels utilisés. Demain, probablement que les systèmes d'information seront beaucoup plus performants en matière de logiciels d'aide à la prescription. J'en parlerai tout à l'heure sur l'enjeu environnemental. Mais nous espérons aussi que les systèmes d'information permettront enfin la coordination. Et Dieu sait si à la Confédération, ce mot a un sens fort, un sens pilier dans l'organisation du système de santé, coordination entre les médecins eux-mêmes. Et déjà, si nous avions une coordination performante entre nous, nous éviterions la redondance et nous pourrions aller vers une pertinence dans le système de santé, donc augmenter la qualité des soins et de la prise en charge. Et cette coordination se fera aussi de façon beaucoup plus performante avec l'ensemble des autres professionnels de santé dans le cadre d'un parcours. Et là aussi, on sait qu'un parcours coordonné est un parcours qui est beaucoup plus marqué par la qualité de la prise en charge et par l'efficience. Donc, premier pilier, le système d'information performant dans le cabinet numérique. Deuxième pilier, c'est l'utilisation des outils numériques en matière d'accès aux soins pour les patients. Et je pense en particulier à tout le champ de la télémédecine, avec l'extraordinaire développement, même si ça se tasse un peu, autour de la téléconsultation et le retard qu'on a sur la télésurveillance. Ça y est, elle passe dans le droit commun avec la LFSS 2022, dans un champ pour l'instant qui est défini par l'État, avec des tarifs qui ne sont pas conventionnels, contrairement à ce que nous avions demandé, mais qui sont des tarifs qui sont fixés par l'État, et dans un champ qui progressivement devrait s'élargir à une série de pathologies chroniques. Et
La télésurveillance, c'est un enjeu majeur parce que ça va permettre de maintenir à domicile les patients âgés polypathologiques. La téléconsultation a apporté cet élément-là, en particulier pendant la crise du Covid, mais ça perdure. Et c'est des éléments qui sont de matière à pouvoir maintenir ces patients à domicile et à mieux les surveiller grâce à ces outils que sont la téléconsultation et la télésurveillance. La téléexpertise est un élément qui aujourd'hui est très peu développé. Comment s'en étonner quand on voit les tarifs qui ont été mis sur la table jusqu'à présent, quand on voit l'absence des outils, et on en parlait à l'instant avec des acteurs majeurs comme Doctolib. Moi, je suis frappé de voir que cet acteur, malgré nos demandes incessantes depuis des mois et des années, je suis désolé de le dire publiquement, mais enfin, ils n'ont toujours pas mis à disposition des médecins un outil de téléexpertise. Et donc, un certain nombre d'entre nous sont amenés à se tourner vers d'autres offreurs, ce qui est bien dommage parce qu'on pourrait imaginer d'avoir un système qui soit coordonné en matière de gestion de l'agenda du médecin et aussi de téléexpertise et téléconsultation. Je ferme la parenthèse, mais c'est vrai que la téléexpertise, c'est aussi une façon d'améliorer l'accès aux soins pour les patients, pour accéder à un avis expertal, à un avis de médecin spécialiste via le médecin traitant, le médecin généraliste. Donc, développement de la télémédecine dans le cabinet numérique de 2030. Troisième point, qui est un peu en articulation avec ce que je viens de dire sur la télémédecine, c'est l'apport des objets connectés. Les objets connectés aujourd'hui, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec WeThings, vont participer à ce maintien à domicile des populations âgées polypathologiques, mais pas que, vont participer au bon suivi de patients atteints de pathologies chroniques. On parle beaucoup du diabète, on en parle beaucoup dans ma spécialité pour l'insuffisance rénale chronique. Tout ça participe à l'évolution sociétale aujourd'hui et au rapport du patient qu'il a vis-à-vis de la maladie et de sa santé. Le patient devient un acteur de sa santé et le fait qu'il puisse aujourd'hui bénéficier non seulement d'un accès à l'information, mais aussi devenir un véritable acteur du suivi de sa pathologie, d'adapter son traitement à sa pathologie grâce en particulier aux objets connectés, au système expert et éventuellement au recours au médecin qui le suit par ces objets connectés, c'est indiscutablement un élément qui va permettre aux patients de mieux se prendre en charge et, en tout cas, c'est l'enjeu de la médecine de demain, d'obtenir de sa part une meilleure observance sur le programme thérapeutique qui lui a été proposé. Quatrième point qui va bouleverser complètement l'exercice médical et qui commence à le bouleverser, et on est à la frontière du numérique parce que beaucoup d'acteurs le dissocient du numérique, c'est l'apport de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va faire bouger les contours de métier, va faire bouger certains métiers eux-mêmes, y compris des métiers autour de l'analyse d'images. Je reste persuadé que demain, on aura besoin d'autant de radiologues qu'on en a aujourd'hui, mais ils ne feront pas la même chose. Je reste persuadé qu'on aura besoin, comme on a aujourd'hui besoin, malgré l'automatisation des appareils d'analyse sanguine, on a toujours besoin de biologistes, on aura toujours besoin d'anatomopathologiste. Mais ils ne feront pas la même chose. Et le médecin généraliste, le médecin spécialiste d'une autre spécialité dans sa spécialité va être, grâce à l'intelligence artificielle, déchargé d'une partie de ce qu'il fait aujourd'hui. Et comme je suis quelqu'un qui est optimiste, je pense que quand on analyse l'évolution de la médecine sur des décennies au fur et à mesure du siècle dernier, du début de ce 21e siècle, on voit bien qu'on a basculé progressivement d'une médecine où on était relativement démuni en matière diagnostique et thérapeutique, mais on a évolué vers une médecine où nous avons tous été collectivement aveuglés par la technologie, et aujourd'hui, les médecins sont presque devenus des ingénieurs de l'exploration avec l'apport diagnostique en numérique, avec la chirurgie assistée par robot, etc., etc. Grâce à l'intelligence artificielle, je pense que notre cœur de métier va se recentrer
sur l'écoute, sur l'humanité, sur l'empathie et sur la transgression par rapport aux propositions de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on va voir une bascule progressive où la technologie deviendra l'apanage soit d'ingénieurs, soit effectivement de l'intelligence artificielle, et où on aura beaucoup plus le temps de se consacrer à l'écoute du patient et à la conviction que nous devrons apporter pour qu'il adhère à notre programme et à l'observance. 5e point, c'est le cabinet 2030 qui sera, et tu en parlais ce matin Stéphane, un cabinet marqué par le souci environnemental. Le numérique va nous le faciliter, les objets connectés vont nous le faciliter, mais je reste aussi persuadé qu'y compris dans les logiciels d'aide à la prescription, on aura ce souci d'analyser l'impact que notre prescription médicale en matière d'exploration complémentaire, en matière de prescription médicamenteuse, en matière d'utilisation de tel ou tel produit, sera marquée par l'empreinte environnementale que cela aura sur la société. Et il sera forcément aussi intégré dans une société où demain, le médecin aura une responsabilité environnementale et sociétale dans le territoire dans lequel il exerce. Et c'est en particulier grâce au numérique qu'il pourra l'exercer de façon beaucoup plus facile, tout simplement en ayant cette activité de santé publique sur l'analyse de l'évolution des pathologies qu'il rencontre dans sa patientèle. Voilà un peu les grandes tendances sur ce cabinet numérique tel que je le verrai, mais je pense que ceci peut tout à fait se décliner soit en médecine générale, soit en médecine des autres spécialités, avec des exemples où on voit bien que d'ores et déjà, le cabinet 2030, il commence à émerger aujourd'hui, et je pense que ça participera à l'évolution de notre métier. Et nous, la CSMF, nous entendons être un des acteurs majeurs dans cette évolution de notre profession. Merci. Merci beaucoup Jean-Paul. Luc, prends un propre. Non, mais je t'ai entendu tousser. Oui. Donc Luc, pour les généralistes CSMF, le cabinet numérique, outre les propriétés décrites par Jean-Paul Ortiz, quelle sera l'originalité apportée par le numérique dans un cabinet de médecins généralistes isolés ou associés avec un cabinet de spécialistes? Il va automatiquement y avoir certaines redondances. Bon, le cabinet numérique, très clairement, pour moi, il fait intégralement partie du cabinet médical 2030. Et pour ce qui est des soins primaires, médecins généralistes, j'ai plus envie de parler de l'entreprise médicale libérale de soins primaires. Et cette entreprise médicale de soins primaires, avant de parler du cabinet numérique, c'est aussi des ressources humaines. C'est travailler demain avec des assistants médicaux, avec des infirmières de pratique avancée, des coordinatrices parcours pour toutes les problématiques qui ont été évoquées depuis ce matin, les pathologies chroniques, les parcours, et qui vont bien au-delà de la partie soins médicales, le lien avec le médico-social. Et puis il y a le cabinet numérique. Alors à quoi ça peut servir le cabinet numérique? La gestion des plannings, le stockage de données structurées. Quand elles sont structurées, ça permet de faire du requêtage, ça permet de faire le suivi de pathologie, l'éducation thérapeutique, de la prévention, faire de la recherche. La recherche en soins primaires, elle en est où aujourd'hui en France? C'est presque le niveau 0. C'est aussi permettre de partager ces données. Jean-Paul l'a dit, messagerie de santé sécurisée, DMP, c'est avoir des logiciels web hébergés, mais c'est aussi des systèmes d'information parcours. Aujourd'hui, pour tous ces patients âgés, la problématique du maintien à domicile, c'est pas seulement le médecin, l'infirmier et le pharmacien, c'est aussi les services sociaux et médico-sociaux. C'est comment on partage tout ça ensemble. C'est les outils connectés, on l'a vu ce matin, TAPOI bien sûr, mais aussi l'électrocardiogramme, la spirométrie. Aujourd'hui en France, 50% des patients atteints de BPCO ne sont pas diagnostiqués. Je veux dire, c'est aussi dans ces entreprises faire du repérage, faire du dépistage. C'est aussi la télésurveillance. Moi, il y a 30 ans, c'était le service de soins à domicile qui pesait les patients pour l'insuffisance cardiaque, qui m'appelait. Alors, on a parlé de la télésurveillance des insuffisants cardiaques, mais dans des entreprises de soins primaires aussi, c'est des choses qu'on peut prendre en charge. Tu l'as dit, Jean-Paul, c'est les algorithmes comme aide au diagnostic, mais aussi aide au traitement, téléconsultation, téléexpertise,
mais aussi l'aide à la cotation. Aujourd'hui, pour les médecins généralistes, on sort au niveau de notre syndicat, voilà, il y a les deux côtés qui sont remplis. Et la majorité des médecins généralistes, les actes à 80 €, ils les cotent 25. Ils connaissent 2 cotations, parfois 3. Tellement, aujourd'hui, c'est l'outil informatique qui doit permettre de coter. Et ça, c'est tout ce qui va... C'est aussi le modèle économique de l'entreprise. Ce cabinet numérique, il doit aussi être tourné vers les usagers et les intégrer. C'est, bien sûr, on a vu la prise de rendez-vous par Internet, mais c'est aussi au niveau d'un site. Aujourd'hui, c'est peut-être pas plus mal, plutôt que pour éviter la réputation sur les réseaux sociaux, d'échanger au travers de ce site, je veux dire, avec les usagers, passer des messages de prévention. L'évaluation aussi par les usagers, ne pas avoir peur de l'évaluation de nos organisations professionnelles par les usagers. Je crois que le cabinet numérique, il doit aussi nous permettre d'évaluer notre entreprise médicale, son efficacité. On est tous persuadés, quand on fait quelque chose, moi depuis 30 ans, quand on est toujours persuadé que ce qu'on fait, c'est très bien. Évaluer l'efficacité, l'efficience. Alors une fois que j'ai fait tout ça, j'ai dit tout ça, je me suis dit, mais est-ce que finalement, en 1977, quand je suis rentré à la faculté de médecine d'Angers, est-ce que c'est l'idée que je me faisais de mon métier? En fait, non. Moi, je voulais plutôt ressembler à un François Cluzet, un médecin de campagne, un médecin de famille. Et en fait, les choses ont radicalement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus à la prise en charge individuelle d'une patientèle. Aujourd'hui, avec les autres professionnels de santé, et le lien d'ailleurs avec le deuxième recours, c'est la prise en charge de la santé de la population. Et je dis bien la santé, pas seulement du soin, la santé de la population d'un territoire. C'est ça les enjeux de demain. La situation actuelle n'est plus acceptable. Où finalement, dans mon cabinet, je continue à peser des patients, les mesurer, mesurer des nourrissons, et à côté, j'ai des patients diabétiques insuffisants cardiaques qui n'ont pas de médecin traitant. On doit radicalement changer nos organisations professionnelles. Alors très clairement, et je pense que là, c'est aussi le rôle de la CSMF par rapport à ce cabinet 2030, c'est d'abord tous ceux qui ont déjà enclenché la première, parce que bien sûr, il y a des freins à ces nouvelles organisations. Ils sont multiples, les freins. Pour autant, il y en a déjà qui sont partis, qui ont enclenché. Donc, c'est se servir de tous ces médecins qui sont chez nous, du lien entre le premier et le deuxième recours, de façon, au travers de la MIMS, au travers du cabinet 2030, bien, le retour des pairs. L'assurance maladie a fait une enquête. L'assistant médical, comment ça se fait? C'est la première fois en 30 ans que l'assurance maladie met autant d'argent sur la table, et ça ne démarre pas. Ça ne démarre pas assez vite, en tout cas. Bien sûr, la crise sanitaire n'a pas été aidante. C'est sûr, quand vous avez des délégués de l'assurance maladie qui vont voir les médecins en leur disant écoutez, ce qu'il faut, c'est que vous preniez 10% de patientèle en plus, ils ont déjà la tête sous l'eau. Ça ne risque pas de marcher. Par contre, si on leur dit finalement, vous allez prendre en charge plus de patients, mais globalement, vous n'allez pas travailler plus, parce que vous allez travailler avec d'autres professionnels, vous allez peut-être même travailler un peu moins. Et c'est vrai que ça change complètement la donne. Donc voilà, je crois que c'est le rôle de la CSMF par rapport à ce cabinet 2030 et le rôle qu'on peut jouer pour accompagner les professionnels dans ce changement qui est indispensable. Je dirais qu'on ne peut pas se révolter contre des articles du PLFSS qui transfèrent des tâches des médecins vers d'autres professionnels et pas mettre en place des organisations professionnelles qui permettent de répondre aux demandes de soins de la population. Merci Luc. Donc, quant à notre ami Franck de Hulder, je voudrais savoir si donc le fait de travailler plus, travailler mieux, tout en maintenant une bonne qualité de vie, avoir une entreprise qui constitue un bien qui pourra être transmis, est-ce que cette idée-là peut adhérer vous pouvez adhérer, vous les spécialistes, au travers de l'organisation d'un cabinet numérique. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça nous parle. Oui, ça nous parle, parce que je pense qu'on n'aurait pas parlé de cabinet numérique. On n'aurait jamais évoqué le terme cabinet 2030 il y a 30 ans. Puisque finalement, les grandes problématiques ne se posaient pas. Et je pense qu'aujourd'hui, tout doit s'inscrire dans les problématiques qui nous réunissent. On entendait les élus de la nation ce matin en parler, qui est celle de l'accès aux soins, et c'est une problématique réelle
pour tous les Français, beaucoup dans certaines spécialités, un peu moins dans d'autres, beaucoup en médecine générale et ça dépend des territoires. La problématique de comment je suis soigné, est-ce qu'il y a des critères de qualité ? Et on a un retard en France considérable par rapport aux pays qui nous entourent. Je pense aux pays du nord de l'Europe, je pense aux pays d'Amérique du Nord, je pense au Canada, au Québec en particulier. Et puis, sur le problème d'attractivité des plus jeunes. Et finalement, à la question posée, finalement, ça revient à ce dont tu nous parlais tout à l'heure sur ces 3 concepts du cabinet 2030, et ça y répond. Le travailler plus, ça ne veut pas dire travailler 70 heures par semaine. Ça veut dire utiliser les outils modernes, utiliser les outils numériques, travailler en coopération, travailler à plusieurs, travailler avec d'autres professionnels de santé. C'est travailler mieux et avoir enfin une prise en charge de la qualité dans notre mode d'exercice et d'avoir des critères de qualité qui jouent un rôle majeur dans notre rémunération. Or aujourd'hui, c'est jusque-là balayé d'un revers de main. Et tu sais combien j'y ai travaillé dans ma spécialité depuis des années et des années. Et en préservant la qualité de vie du médecin, finalement, ça revient à parler du concept d'attractivité. Alors en quoi le numérique et le concept du cabinet numérique peuvent nous aider ? Je ne crois pas au cabinet tout numérique. Finalement, le terme cabinet numérique me gêne. C'est le numérique dans un cabinet moderne, dans un cabinet ouvert, dans un cabinet 2030. À mes yeux, le numérique doit être un des outils au service de tous. Tous, c'est le médecin. Tous, c'est les autres professionnels de santé qui travaillent en lien avec le médecin. Tous, c'est les usagers. Et il nous faut nous tourner en permanence vers les usagers, avec un but principal qui est libérer du temps soignant, libérer du temps médecin pour être à disposition. Alors on l'a vu, il y a un certain nombre d'évolutions qui ont fait bouger les lignes, ont fait bouger notre organisation. On entendait Doctolib tout à l'heure nous en parler. Aujourd'hui, nombre d'entre nous, on a un agenda connecté. Et l'agenda connecté, c'est du rendez-vous en ligne. L'agenda connecté, c'est des rappels par SMS, des rendez-vous de consultation, comme quand on va chez le garagiste ou chez le coiffeur. Ça paraît anecdotique. Mais malgré ça, une des problématiques aujourd'hui des médecins, c'est les rendez-vous non honorés. Et c'est un sujet, c'est un souci du quotidien, de toute spécialité, de toute région, de patients qui prennent rendez-vous et qui ne viennent pas, et de tout milieu, et de tout âge, et c'est un problème. Eh ben, je pense que les outils numériques, ça ne résout pas tout, mais on mène actuellement un travail spécialiste CSMF sur la région Grand Est et Doctolib sur cette problématique de rendez-vous non honorés. Jean-Paul Ortiz nous parlait tout à l'heure de l'apport de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas sûr que le mot IA, ça s'adapte exactement à l'exercice médical. À mes yeux, l'IA dans l'exercice médical, c'est une aide à l'organisation, c'est une aide à la prise de décision, c'est une aide, et pas seulement sur des examens techniques, mais aussi sur des examens techniques. J'ai eu le plaisir pour une start-up qui travaillait avec un de nos partenaires, Medtronic pour pas le nommer, d'utiliser dans ma pratique de gastro-entérologue un outil branché sur mon endoscope et qui détecte en même temps que moi, mais parfois avant moi, des petites lésions qui sont des polypes et de m'aider dans ma pratique. Mais aussi des outils de coordination. Et on le rappelait tous les trois, la CSMF, c'est le lieu par excellence de la coordination entre médecins généralistes et médecins spécialistes. Mais il faut aller plus loin et mettre en place des outils de coordination entre les médecins et les autres professionnels de santé, de mettre des outils de coordination entre le public et le privé. C'est quand même renversant d'entendre encore aujourd'hui des patients nous dire « Ah, docteur, je suis allé à l'hôpital, ils ont tout refait ». C'est prendre en compte la qualité, j'en parlais. Et puis également, dans l'outil numérique, enfin, peut-être prendre en compte des concepts de santé publique dans nos territoires, afin de cibler des politiques de prévention, des politiques de dépistage. Et puis au niveau national, quand on regarde les bases de données des pays du nord de l'Europe qui nous font baver d'envie depuis des années parce qu'ils sortent des données statistiques sur la santé de leur population, sur des critères intangibles, ça fait rêver. Alors simplement, excusez-moi, je pense qu'il y a un certain nombre de lignes de crête, il y a un certain nombre de lignes rouges, et le numérique, on parle de télémédecine, et ben le numérique pour nous, ça veut aussi dire territoire. Et c'est pas j'ai accès tous azimuts, France entière, voire monde entier, à une consultation loin de mon médecin, loin de mon territoire de santé. Le numérique, c'est qualité. Le numérique, c'est
c'est virtuel, mais c'est physique, parce qu'on ne peut pas concevoir la médecine que de façon dématérialisée. Le numérique, c'est cabinet vert. Et puis, le numérique, c'est rompre peut-être, et on en parlait à l'instant, ces passerelles publiques-privées qui sont encore aujourd'hui très marquées et trop marquées, et de partager l'information. Et laisse-moi rêver, et aller demain, peut-être un peu plus, vers le concept du statut unique du médecin, et qu'on ne soit pas bloqué dans nos organisations et figé dans nos organisations. Donc voilà un petit peu ce que les spécialistes en pensent. Alors après, on pourrait se poser la question de finalement, à quoi ça sert un syndicat dans cette organisation. Moi, je pense qu'un syndicat, ça a 3 rôles dans cette organisation. Un rôle pédagogique, un rôle d'accompagnement. Luc en parlait, je crois beaucoup aux vertus du compagnonnage. C'est par la valeur de l'exemple qu'on avance. C'est par la formation. Jacques Lucas, qu'on connaît tous, tweetait il y a 48 heures un message sur le numérique et sur le cabinet numérique finalement en disant « Il est grand temps que l'enseignement du numérique intègre la formation initiale et la formation continue des médecins ». Le deuxième rôle du syndicat, il est politique, c'est-à-dire ce dont on débat aujourd'hui. Et finalement, voilà une enceinte où on en débat depuis ce matin et ça va durer jusqu'à demain soir sur travailler avec les élus de la nation, leur montrer combien l'innovation, nous donner confiance, nous donner les moyens de réussir, c'est tellement... ça marche tellement mieux que d'essayer de nous contraindre, de démanteler, d'étatiser, comme on l'a encore vécu très récemment dans le PLFSS. Et puis, c'est jouer un rôle de leader auprès des autres professionnels de santé. Et la CSMF est un des membres fondateurs des libéraux de santé. Et on voit bien, Jean-Paul et moi, on le voit bien pour participer toutes les semaines à des réunions avec les représentants d'autres syndicats, d'autres professions de santé, combien, non pas, contrairement à l'idée qu'on aurait pu avoir, on nous jette des tomates à la figure, mais pas du tout. Quand un des médecins du groupe s'exprime avec bienveillance et un projet, il est suivi, il est écouté. Je pense qu'on a ce rôle-là. Je vous remercie de vos 3 interventions. Maintenant, j'aimerais que, dans le petit temps qui nous reste, que vous profitiez de ce temps-là pour poser des questions à nos 3 intervenants. Qui se lance ? On va passer donc, comme d'habitude, à la deuxième question, qui est toujours plus facile. Je pense que tu dois interroger. Non, personne n'a envie. Si. Non. D'accord. Juste avant de nous séparer, en très très peu de mots, est-ce que vraiment le numérique, c'est un bon outil pour convaincre l'État qu'il faut faire confiance aux libéraux ? En 10 secondes. Alors la question, c'est est-ce que le numérique est un outil pour convaincre l'État ? Vous avez 4 heures. Je ne suis pas sûr que... En tout cas, moi, je ne le vois pas dans ce sens-là. Je pense que le numérique, il doit servir aux patients et aux médecins pour améliorer la prise en charge, la qualité, le parcours, l'efficience, la pertinence. Et c'est peut-être une façon indirecte de convaincre l'État de nous accompagner dans cette évolution vers le cabinet 2030 et vers l'apport du numérique en santé. Je le verrai plutôt dans ce sens-là, parce que quand on voit, et ce que disait Franck de Wilder à l'instant est tout à fait vrai, quand on voit la façon dont l'État, via l'assurance maladie bien sûr, utilise les données de santé, c'est quand même très attristant. Aujourd'hui, la CNAM a dans ses caisses des trésors de données de santé dont elle ne fait rien. Nous sommes les idiots utiles de Laurent Alexandre. C'est-à-dire que par la CCM technique, on transmet à la CNAM depuis bientôt 20 ans notre activité médicale extrêmement détaillée, 13 000 actes. Aucun pays au monde n'a une activité médicale aussi détaillée. Aucun pays au monde n'a un relevé d'activité médicale aussi exhaustif
sur autant de temps et nous n'en sortons aucune donnée en matière d'analyse épidémiologique ou santé publique. C'est quand même très attristant. Alors, les causes sont multiples et les freins sont effectivement nombreux, mais je trouve que c'est très dommage. Donc, je pense que le numérique, il doit servir aux patients et aux médecins avant toute chose. Parce que si effectivement on attend que l'État s'en serve dans l'optique de la santé publique, comme je le disais, on risque d'attendre longtemps. Mais je posais cette question parce que justement, nous en parlions ce matin, lorsque nous parlions du cabinet 2030. Si justement nous arrivons à faire de la recherche ambulatoire, où on utilise ces données grâce à l'apport des partenaires qui vont nous permettre de faire cette recherche ambulatoire prônée par Emmanuel Macron, ça sera une preuve justement que les libéraux peuvent assumer cette charge, que ça sera démontrant une fois de plus le désengagement de l'AMO par rapport à une problématique qui est hyper importante, parce que ces informations seraient bigrement utiles en termes de qualité et de pertinence de soins. Luc, pour conclure. Jean-Paul parlait de données de santé, mais je crois que c'est aussi à nos entreprises médicales, au travers de ces données de santé, à partir du moment où elles sont structurées, c'est de pouvoir les utiliser. Souvent, on cherche comment on pourrait améliorer la rémunération au travers de la qualité. Mais comment on amène la preuve de la qualité ? Je ne sais pas si c'est moi, mais en tout cas, au travers de ces données-là, c'est prouvé qu'au travers de la population qu'on prend en charge sur notre territoire, qu'il y a moins d'hospitalisation, que toutes ces choses-là qui fait que finalement, les prises en charge, et ça permet aussi d'aller chercher des financements, ce qui permet, on a moins de passages aux urgences, mais qu'on puisse apporter la preuve de la qualité des prises en charge, des parcours. On a parlé beaucoup de parcours ce matin qu'on met en place au niveau de nos organisations, de nos entreprises libérales. Si on apporte la preuve quelque part, c'est aussi une façon d'aller chercher des financements. Jean-Daniel, oui, une dernière question, parce je qu'après... C'est pas une... Ça fonctionne ? Oui. C'est pas une question, c'est plutôt une réflexion, parce que moi, je sors très enthousiaste de cette première journée. J'ai vu des trucs qui m'ont bluffé, des dispositifs que je trouve très intéressants, et je pense qu'on peut améliorer nos pratiques. Par contre, au niveau du syndicat et de la formation, on va devoir vraiment accompagner les collègues. Et c'est là où on aura peut-être besoin du soutien de l'État dans la formation continue, etc. Parce qu'il y a un accompagnement au changement qui va être considérable à mettre en œuvre pour que les uns et les autres puissent s'approprier les outils. Et nous, je pense qu'on va devoir faire preuve de pédagogie pour dire qu'effectivement, ça va être travaillons ensemble, travaillons mieux ensemble. Et en fait, quand je vous entendais parler aussi des médecins et du confort de vie, moi, je suis encore dans la formation Balint, et je pense que quand on a des praticiens heureux, on a des patients qui sont heureux, et on n'est pas là ici que pour bosser sur notre confort de vie, nos revenus, etc. Mais c'est parce que bien derrière, on a aussi le souci d'avoir des patients qui soient bien traités et heureux aussi de venir nous voir. Voilà. Merci Jean-Daniel. Je vous propose de terminer sur ces belles paroles et je vous donne rendez-vous ce soir au dîner de gala et puis demain matin aux aurores pour la reprise de nos conférences. Merci à tous de votre écoute et de votre bienveillance.